Quand j'ai commencé cette enquête, j'avais comme tout le monde l'image de l'homme violent qui serait un alcoolique un peu bas de plafond qui tabasse sa femme en rentrant le soir parce qu'elle a trop salé la soupe. Et bien entendu, c'est un cliché, mais c'est le cliché qu'on a tous et qui permet aussi en tant qu'homme de se dire que ça ne nous concerne pas ou ça ne concerne pas nos proches, alors que sur le terrain, au contact de ces hommes, mais surtout des femmes aussi qui racontent des violences, c'est totalement transclasse. Je m'appelle Mathieu Palin, je suis journaliste et l'auteur de Nos pères, nos frères, nos amis, dans la tête des hommes violents. J'ai cherché à comprendre d'où vient la violence des hommes et comment elle s'exerce dans le couple. J'ai commencé ce travail pour une raison simple, c'est que j'avais l'opportunité d'intégrer un groupe de parole d'hommes violents qui sortaient tous de prison, ou presque tous de prison. J'ai forcément l'image du groupe de parole comme un groupe d'alcooliques anonymes qui serait là dans un cercle et qui dirait « Bonjour, je m'appelle Mathieu, j'ai 34 ans et je frappe ma femme ». Cette phrase-là, « Je frappe ma femme », j'ai réalisé que je ne l'avais jamais entendue de la bouche d'aucun homme, que ce soit dans les films, dans les séries télé, dans les reportages, dans la vraie vie. Et je me suis dit, tiens, je vais y aller et je vais entendre cette phrase et je vais la diffuser à l'antenne de France Culture, parce qu'à l'époque, c'était pour un podcast que j'ai commencé cette enquête. Et j'ai réalisé une fois sur place qu'en fait, personne n'allait la prononcer, cette phrase. C'était comme une phrase taboue. Il y avait un gros déni. Au contraire, ce que j'entendais beaucoup, c'était c'est une menteuse. De toute manière, elle a la justice dans son camp. Moi, j'ai rien fait, ou en tout cas, elle en a fait autant que moi. Mais de toute manière, maintenant, avec MeToo, elles ont la justice de leur côté. Nous, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. La femme était devenue une adversaire. Quand j'ai commencé cette enquête, j'avais comme tout le monde l'image de l'homme violent qui serait un alcoolique un peu bas de plafond qui tabasse sa femme en rentrant le soir parce qu'elle a trop salé la soupe. Et bien entendu, c'est un cliché, mais c'est le cliché qu'on a tous et qui permet aussi en tant qu'homme de se dire que ça ne nous concerne pas ou ça ne concerne pas nos proches, alors que sur le terrain, au contact de ces hommes, mais surtout des femmes aussi qui racontent des violences, c'est totalement transclasse. Il y a des femmes de médecins qui racontent des violences, des femmes de grands banquiers du 7e arrondissement de Paris, des femmes de PDG comme des femmes d'ouvriers ou de chômeurs. Mais malheureusement, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, ça touche absolument toutes les couches de la société. C'est la rencontre avec une femme de mon âge, Cécile, qui, à l'époque où je la rencontre pour la première fois, témoigne d'un déferlement de violence qu'elle a subi de la part de son copain, mais qui n'a pas été reconnue en tant que victime. Elle a été condamnée parce que son mec, 3 mois plus tard, avait porté plainte. Et donc, ce qu'elle me racontait, c'était ce qu'elle nommait l'acidité du système judiciaire qui, encore, est trop rigide et hyper violent quand une femme veut porter plainte et faire reconnaître des violences. Et en fait, j'ai continué de la voir au fil des mois, au fil des années. Et j'ai suivi aussi, en parallèle de tout le travail que je menais avec ces hommes, son travail à elle pour, malgré le fait qu'elle n'avait pas été reconnue comme victime, essayer de reprendre pied dans sa vie, d'essayer de comprendre aussi ce qui lui était arrivé. C'est un peu le fil rouge de ce livre, Cécile, qui décide de quitter son métier, rentrer dans des études de psychologie, devenir psychologue, se confronter aussi à la violence de son père, la violence qui était là partout. Les hommes violents, c'est nos pères, nos frères, nos amis, c'est-à-dire tout le monde. Tous ces gens qui nous entourent et qui peut-être se pensent comme étant des mecs bien et qui pensent qu'ils n'ont rien à se reprocher parce que ils n'ont jamais tué personne, qui pour autant exercent un rapport de domination dans leur couple et sont eux aussi violents, parfois physiquement, avec la femme qu'ils aiment. On parle beaucoup des féminicides, parce que c'est forcément la chose la plus dramatique dans cette histoire, c'est les femmes qui perdent la vie sous les coups de leur mari. 113 en 2021, c'était encore plus en 2020. Les chiffres vont être encore énormes en 2022. Et pour autant, c'est un chiffre qui, selon moi, est peut-être rassurant pour beaucoup de mecs qui se disent « ça va, moi je ne l'ai pas tué ». Quand on voit les plaintes, il y a environ 220 000 femmes qui portent plainte chaque année. Et on sait que c'est uniquement la partie visible de l'iceberg.
parce que toutes les femmes ne portent pas plainte, c'est très difficile de porter plainte. On pourrait potentiellement avoir des chiffres qui seraient plus proches du million de femmes victimes en France chaque année de violences conjugales. Et là, d'un coup, on voit qu'on change d'échelle. On n'est plus sur une centaine de femmes qui ont eu la malchance de tomber sur un malade mental qui les a brûlées vives ou qui les a assassinées devant leurs gosses. On est sur une population gigantesque. J'avais une idée un peu faussée en commençant cette enquête qui était de dire que comment un couple peut basculer dans la violence, et s'il y a bascule, il y a forcément un élément déclencheur, un peu comme on appuie sur un interrupteur et le mec d'un coup pète les plombs. Alors qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas justement un pétage de plomb. C'est quelque chose de beaucoup plus lancinant qui s'instaure un peu au quotidien et qui se joue dans un rapport de domination qui fait que parfois, quand on demande « mais pourquoi vous avez explosé ? Pourquoi vous avez frappé ?» C'est souvent une embrouille merdique une engueulade sur l'éducation ou sur un petit truc qui n'avait aucun intérêt. Et on réalise qu'en fait, ce petit truc qui n'avait aucun intérêt disparaît parce que le vrai sujet, c'est qui de toi ou moi va avoir raison ? Qui de toi ou moi va pouvoir dominer l'autre pour lui montrer que c'est moi le chef ? J'étais heureusement agréablement surpris, on va dire, par quelques hommes qui, en ayant commencé à parler de leurs femmes de cette manière-là, prenaient conscience, après des mois de travail, en individuel mais aussi face au groupe, qu'en fait, ils avaient tout faux. De la manière dont ils s'étaient construits, de la manière dont ils considéraient le couple, de la manière dont ils considéraient leurs femmes, et la manière aussi avec laquelle ils éduquaient leurs enfants. Et il y a eu, je pense à un homme notamment, qui, en sortant de prison, avait tellement le cerveau en bouillie de prendre conscience de tout ça qu'il a demandé à être interné en hôpital psychiatrique. En se disant, il faut que j'ai une phase de pause dans laquelle je suis capable de digérer tout ça avant de me remettre en couple, de retrouver ma femme, nos enfants, et que je puisse faire ce travail-là pour qu'elle veuille bien de moi, parce que c'est moi le problème. Et c'est surtout pas elle. Et ça, je mentirais en disant qu'ils ont tous fait ce chemin-là, mais au bout d'un long travail, qui est un travail psy, mais un travail aussi personnel, sur ses propres traumatismes, de temps en temps, ça arrive. Les codes pour devenir un homme quand tu es un jeune et que tu es hétérosexuel sont assez clairs, sont ceux d'un homme viril qui ne se laisse pas marcher dessus, qui est capable de répondre avec les poings quand il se sent méprisé, humilié, insulté. Et ça vaut pour le mec qui vous fait une queue de poisson en bagnole, ça vaut aussi pour le gars qui vous crache dessus dans un bar, mais ça vaut aussi pour votre femme qui, un soir, rentre bourrée à la maison et vous considérez que c'est un manque de respect. Ça pose la question de savoir comment on éduque les petits garçons et les petites filles pour ne pas être dans ces schémas complètement sclérosés de domination entre les hommes et les femmes. Il y a pas mal d'hommes aussi qui expriment le regret de ne plus être dans la société qui était celle de leur père et de leur mère. Et de dire, aujourd'hui, les femmes, c'est une sacrée connerie. Maintenant, de toute manière, elles n'ont plus besoin de nous. Bientôt, on ne servira plus à rien. Et il y a, bien entendu, pas chez tous, mais un petit peu cette réaction de défense face à un mouvement qui est un mouvement massif, qui est celui du mouvement MeToo, mais de la libération de la parole aussi sur les violences, qu'ils voient, eux, comme une menace. Et c'est là où les rapports sont inversés, c'est qu'ils se disent, alors que ce sont eux les auteurs et les coupables de violence, se disent, mais on est menacé. S'intéresser aux violences conjugales, c'est aussi plonger dans un abîme qui est assez triste et parfois sans espoir, parce qu'on se dit la tâche est tellement colossale qu'on n'y arrivera pas. Mais il y a quand même plusieurs acteurs au quotidien qui travaillent avec des hommes violents, aussi avec des victimes de violences, qui ont des motifs d'espoir et qui se concentrent plus sur réparer les violents de 50 ou 60 ans, mais qui regardent leurs enfants ou leurs petits-enfants en se disant « le travail, il est là ». La manière dont on va les éduquer, notamment les petits garçons, à exprimer leurs émotions, à dire quand ils sont en colère, quand ils sont tristes, va peut-être les amener plus facilement vers la parole et moins vers la résolution de leurs problèmes par les poings. Je ne pouvais pas être au milieu de ces hommes et ne pas réaliser que j'étais quand même un peu comme eux.
Moi, j'ai grandi dans un groupe de potes, de mecs, tous hétéros. On a, de manière complètement implicite, chopé tout un tas de codes qui nous ont menés à ce qu'on imagine être le modèle standard de la virilité, de ce que c'est que d'être un homme hétéro, quoi. J'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui, dans mon passé, dans ma vie, aurait pu être problématique? Et c'est facile de jamais se poser la question. C'est facile de se dire, moi je suis un mec bien, de toute manière, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de plainte, jamais eu de problème avec la justice, jamais eu de moment où je me suis dit, merde, là t'as déconné. N'empêche que quand tu te poses la question et que tu te dis, ok, bon, j'ai 34 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux filles peut-être à 13-14 ans, qu'est-ce que j'aurais pu faire là-dedans qui aurait pu poser problème? Bah, tu te rends compte qu'en fait, oui, il y a aussi des moments où tu as mal réagi, où tu as exercé un rapport de domination, où tu as agi comme un homme qui serait légitime dans l'affirmation de sa supériorité. Et ça, à partir du moment où j'en ai pris conscience, je ne pouvais plus faire comme si ça n'existait pas. Donc, c'est forcément le livre d'un homme hétéro qui se pose la question aussi de savoir qu'est-ce qui a foiré dans la manière de se construire en tant qu'adulte.